Donc nous sommes toutes les 2 depuis très longtemps engagées fortement pour améliorer une situation que malheureusement on voit s'aggraver sous nos yeux. Et Anne-Sophie, je pense, a des commentaires à faire sur ce que nous a appris le Covid. Alors le Covid, que ce soit des cohortes nationales ou des cohortes internationales, 47% des personnes qui étaient en réanimation souffraient de surpoids et d'obésité, qu'importe l'âge et qu'importe si effectivement il y avait des pathologies chroniques qui étaient déclenchées ou pas. Et 40% des décès étaient effectivement notre population sur ce que je viens de vous dire précédemment. Donc en fait, au vu de ce qui s'est passé sur cette pandémie, qui a été un désastre sanitaire et humain à plein de niveaux, il faut en tirer des leçons parce qu'il y en aura d'autres de pandémies et on sait exactement qui va retomber sur les prochaines pandémies. Et en ça, il y a une urgence et il y a une priorité de réaction au point de vue des États et notamment en France, parce que nous sommes en France, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas et qu'on puisse anticiper à plein de niveaux, à commencer par le système de santé et l'implication de toutes les parties prenantes. Donc on a bien montré depuis des années qu'il était urgent que toute personne en situation d'obésité ait accès à un soin adapté. Le Covid renforce encore ce message et donc il est indispensable que notre système de soins, de santé, donne les moyens à toute personne d'avoir ce soin. Alors, on a des recommandations extrêmement récentes de la Haute Autorité de Santé qui sont extrêmement claires, qui donnent à tout soignant la marche à suivre pour avoir un soin adapté à chaque personne, à sa complexité, un soin gradué et qui doit respecter aussi la personne et sans la stigmatiser, comme c'est trop souvent le cas. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour une patiente ou pour un patient en situation d'obésité de trouver des personnes compétentes. Dans les recommandations que j'ai faites, il y a des solutions très concrètes pour améliorer le système de soins, que ce soit au niveau des soins primaires, la médecine générale qui doit être aidée avec des paramédicaux, l'accès aux diététiciens, aux diététiciennes, aux psychologues, aux enseignants d'éducateurs, aux enseignants d'éducation physique adaptée doit être favorisé. Il y a beaucoup de propositions de soins innovants avec les articles 51 qui doivent être mis en pratique le plus souvent et le plus rapidement possible. Et nous, on a les moyens, si on veut bien, si on s'adapte, si on met un peu d'argent aussi pour que les soins soient pris en charge, mais on a les moyens maintenant que les patients puissent avoir accès à ces soins. Et surtout qu'ils puissent aussi rester dans le soin. Ils resteront dans le soin si les professionnels qu'ils rencontrent sont formés, ne sont pas stigmatisants et savent prendre en charge dans la durée, parce qu'il s'agit d'une maladie chronique et ça ne se soigne pas comme une angine, c'est le soin dans la durée et ça nécessite une alliance thérapeutique dans la durée et donc une position bienveillante de tous. Et ça, tous les soignants, qu'ils soient médecins, paramédicaux, mais aussi les services sociaux, doivent être formés à l'accueil des patients en situation d'obésité. Alors, comment prévenir? Déjà, alors c'est des choses qui sont en train de se travailler, mais il faut que ça devienne opérationnel, hein. C'est, la charte alimentaire qui a été signée depuis, 2009, auprès du CSA qui est devenu l'ARCOM, sur des obligations de diffusion d'informations à destination de la population, avec effectivement des créneaux d'information en fonction des âges des personnes, sur lesquelles on va destiner ces choses. C'est aussi également, bah, finalement les cantines. On va à la cantine, de la crèche à l'EHPAD. On peut passer effectivement tous nos repas du midi à la cantine, quel que soit l'âge que nous avons. Il y a en ça aussi une nécessité absolue d'information sur la transformation alimentaire et surtout sur les matières premières qui arrivent, parce que lorsque vous devez nourrir une personne avec 1 € entrée plat dessert ou 1,50 €, il y va également de la qualité des produits. Donc, on est aussi sur le One Health parce que effectivement, lorsque vous avez des produits qui arrivent avec 28 perturbateurs endocriniens, ben, on n'est pas bon. On n'est pas bon et on sait que la pollution est aussi un facteur aggravant à l'obésité. Donc, c'est avoir la nécessité, et j'en arrive sur le Nutri-Score, qu'il y ait une forme du Nutri-Score qui soit beaucoup plus explicite sur le mode d'emploi du Nutri-Score et qui soit obligatoire au niveau européen.
ça donne un indicateur à la population sur des produits, sur une même tranche de produits, celui qui est le mieux réalisé ou le mieux transformé. Donc, il faut culturer et acculturer la population à finalement manger est une nécessité absolue, manger pour vivre, mais pas manger pour se faire tuer à petit feu. Et en ça, il y va finalement d'un courage politique et d'un courage de tout à chacun sur ce que l'on fait. On doit nourrir la planète, mais on a aussi l'absolue nécessité de la nourrir correctement. Et en ça, effectivement, il faut légiférer sur tout un tas de paramètres. Alors, je voudrais ajouter qu'effectivement, toutes ces mesures sur l'alimentation sont fondamentales et on a bien compris que l'incitation ne suffisait pas et qu'il fallait avoir aussi le courage de légiférer, comme tu viens de dire, Anne-Sophie. Il faut aussi se rendre compte que l'obésité est une maladie complexe avec de multiples déterminants et que l'alimentation n'est pas le seul déterminant. L'alimentation, c'est beaucoup, mais également l'activité physique, les rythmes de sommeil, le temps des écrans, et qu'en fait, il faut réellement avoir une vision à 360 degrés sur tous ces déterminants, et que, par exemple, l'urbanisme des villes, la possibilité d'avoir accès à des parcs, à des endroits pour faire du sport, et avoir peut-être une autre vision du sport qui est plus la lutte contre la sédentarité quotidienne que faire de l'activité physique à des gens qui ont déjà des capacités physiques diminuées de par de la maladie. Donc, ça va être extrêmement important, et notamment dans les quartiers prioritaires des politiques de ville, où on sait que les gens ont beaucoup de difficultés, d'une part, à avoir une alimentation saine et accessible, mais également d'avoir accès à des activités sportives, à aussi une éducation, aux mobilités, une éducation également à l'alimentation. Il va être très important d'agir sur tous ces paramètres et aussi de s'y prendre le plus tôt possible. C'est pour ça que l'école, malheureusement, a aussi un rôle très important qui doit être non pas d'être des ghettos dans lesquels les pauvres se rencontrent entre eux et ont accès à rien du tout. C'est pour ça que les cantines sont très importantes, mais également l'activité physique à l'école, la possibilité d'avoir accès à des clubs de sport vont devenir majeurs. Donc, on plaide effectivement pour une politique large sur de prévention en santé publique qui inclut bien sûr tous les éléments sur l'alimentation, mais sur les autres paramètres qui incluent l'activité physique et la lutte contre les écrans qui perturbent le sommeil, notamment des plus jeunes, et qui sont extrêmement défavorables à la santé. Le président de la République a demandé et a fait écrire effectivement dans son programme présidentiel les 30 minutes d'activité physique par jour à l'école. Donc, on rentre dans la prévention, on rentre sur des choses qui sont essentielles et indispensables, et pourquoi pas faire effectivement un passeport à l'école de prévention. On a bien des passeports pour effectivement apprendre à traverser dans la rue, apprendre à faire du vélo, etc. Ça peut être aussi l'occasion d'avoir un passeport prévention. C'est des choses auxquelles il faut penser. Et c'est pour ça que nous demandons, Martine et moi, et j'ai envie de vous dire plein d'autres, le fait que nous ayons un plan interministériel sur 10 ans renouvelable passer à Matignon pour pouvoir faire travailler de concert et en égalité tous les ministères qui peuvent rentrer de près ou de loin dans cette vision de lutte et de prévention contre l'obésité à 360 degrés. Ça ne pourra fonctionner que si on va sur ces actions-là et que si on a un courage politique puissant et long. Au même titre que nous avons eu le plan cancer, il nous faut un plan sur la protection de la population, l'information, la lutte contre la sédentarité et l'obésité, et mieux manger, apprendre à mieux produire et à mieux transformer. Il a été dit par l'OMS qu'en 2030, on risquait en France d'être à 30% d'obésité contre 17% actuellement. Et c'était des chiffres qui ont été projetés avant l'épidémie de Covid, avant la guerre en Ukraine. La paupérisation de la population qui est en marche et qui peut se voir avec le nombre de personnes éligibles à l'aide alimentaire nous fait présager de catastrophes à venir si on ne fait rien. Il est urgent d'agir, il est urgent d'avoir du courage politique, et j'ai fait 40 recommandations concrètes. J'aimerais bien qu'elles puissent être mises en œuvre.